bien, on va faire l'appel. Guérin Ménil. Germain Gabriel. Morgan Coralie. Marie Lazer. Catherine Grégory Ellenbach. Alexandra Edesheim. Fabrice Douz. Fabienne Caze-la-Romaïfer. Michel Strat. Béatrice Belmont. Frédéric Lagescar. Natacha Arnaud. Elle est représentée ce soir par Alexandra Edesheim. Bruno Rousseau. Fabrice Matois. Nathalie Lecoury. Stéphanie Gendron. Elle a donné procuration à Lydie Chambeux. Donc Lydie Chambeux. Cédric Perru. Ludovic Laforêt va arriver. Et il donne sa procuration notamment à M. Grégory Ellenbach, en qui il a entièrement confiance. Nous arrivons à M. Éric Poirier. Céline Matonnet. Absent. Donc absent. Didier Debarge, qui a donné procuration à Valérie Merle. Philippe Chabanon, qui a donné procuration à Valérie Merle. Oui, Valérie déjà. Valérie Merle. Fernand Denard. D'accord. Dorine Closon, qui a donné procuration à M. Éric Poirier. Anne Pevrel. Elle aura du retard, normalement il y a une procuration qu'elle a faite, mais elle va arriver. Est-ce qu'elle a fait une procuration d'Anne Pevrel? Et à quel nom? Donc la procuration était faite à quel nom? Non, c'est deux maximum. Donc elle va arriver plus tard. Elle va arriver. Laurie, comment c'est fait? Christiane Hardy. Du coup, vous avez pu donner, Madame Maire, vous avez pu donner la bonne adresse à Monsieur Didier Debarge, parce qu'apparemment il s'est trompé d'adresse pour envoyer sa procuration, si c'est bien ce qu'on m'a dit. Non, mais en fait, il m'avait envoyé un poste d'erreur. Il l'avait envoyé directement. Non, mais parce que comme il me dit souvent quand son père c'est ça. Pas de problème. Je vais vous proposer un secrétaire de séance. Je vais vous proposer Monsieur Cédric Perru, d'IPEO. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc Cédric, tu l'acceptes? Je suis ravi. On va mettre à l'approbation de l'Assemblée délibérante le compte rendu du précédent conseil municipal réuni le 18 mai 2021 qui vous a été transmis avec la convocation du présent conseil. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Sur ce compte rendu plutôt? Non, donc on va passer au vote. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Unanimité. Je vais passer au rapport numéro 1 qui concerne l'actualisation du protocole de temps de travail et je vais passer la parole à mon bien-aimé adjoint délégué aux finances, M. Albert Marais. Bonsoir. Donc l'actualisation du protocole du temps de travail. L'article 47 de la loi 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l'abrogation de tous les régimes dérogatoires qui ne correspondent pas aux 1607 heures légales. La loi demande que les collectivités fassent 1607 heures. Donc un nouveau protocole doit être adopté au plus tard 1 an après la mise en place du nouveau conseil municipal. Donc c'est pour ce soir. Pour une mise en œuvre au plus tard au 1er janvier 2022. Petit réglage. Nous avions au niveau de la commune un protocole datant du 15 décembre 2003 pour 1600 heures. En 2004, la loi de solidarité passe le temps de travail à 1607 heures. Donc notre DRH a rédigé un nouveau protocole qui a le mérite de recenser tous les documents qui ont été créés depuis 2003 dans la commune. Ce protocole précise bien entendu la nouvelle durée du temps de travail, 1607 heures annuelles. Ce protocole a été présenté en comité technique. Les membres du comité technique, représentants du personnel et élus, ont émis un avis favorable à l'unanimité le 14 juin 2021.
À partir de septembre, des groupes de travail animés par le DRH vont définir l'organisation et les horaires des services. L'application de ces dispositions sera effective au 1er janvier 2022. Nous précisons bien entendu que les crédits nécessaires pour les heures sup et les astreintes sont inscrits au budget communal. Je vais vous proposer de voter pour abroger l'ancien protocole 2003 qui est obsolète et adopter le présent protocole qui a été joint en annexe. Si vous avez des questions. Pas de questions. Donc on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un s'oppose et contre? Une abstention? Donc une abstention pour vous, 2 abstentions. Donc le rapport est voté. Rapport numéro 2 qui concerne la mise en place d'un protocole de télétravail. Je repasse la parole à M. Albert Marel. Donc on a un décret du 5 mai 2020 qui modifie l'ancien décret 2016 sur les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique. Durant la crise sanitaire, le télétravail a été largement déployé dans la collectivité. Il y avait un régime dérogataire qui était autorisé. Une circulaire le 26 mai 2021 prévoit la fin de ce régime dérogataire dans la fonction publique applicable au plus tard au 1er septembre 2021. Donc si on veut continuer le travail, il est important de mettre en œuvre un nouveau protocole de télétravail pour pérenniser les évolutions de notre organisation. Si nous n'avons pas de protocole, nous ne pourrons plus mettre en œuvre de télétravail. Le protocole qui a été joint, si vous l'avez un peu regardé, il définit les activités éligibles au télétravail. Il précise que l'agent qui le souhaite doit faire une demande écrite de télétravail. La demande doit préciser le nombre de jours, fixe ou flottant souhaité, et le lieu où sera réalisé le télétravail. On lui demandera une attestation de conformité des installations. Le temps de télétravail ne peut dépasser 50% du temps de travail hebdomadaire, et la présence minimum de l'agent sur ce lieu de travail ne peut être inférieure à 2 jours par semaine. Ce protocole a été présenté au CHSCT et au comité technique le 14 juin 2021. Les 2 commissions ont émis un avis favorable à l'unanimité. Donc ce protocole entrera en vigueur après le vote au 1er juillet 2021, ce qui laissera le temps aux agents qui le souhaitent de rédiger leur demande avant le 1er septembre 2021, date butoir. Nous précisons que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal et nous vous demandons de voter pour valider les critères et les modalités définies dans ce protocole et adopter ce protocole qui a été joint en annexe. Avez-vous des questions? Pas de questions. Audrey est arrivé. Voilà, très bien. On peut passer au vote. Voilà, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 2. Ok. Le rapport est adopté. Rapport numéro 3. Actualisation de la délibération cadre du 1er octobre 2020 concernant l'indemnité d'administration et de technicité, donc les IAT, de la filière police municipale. Je laisse la parole à M. Albert Marel. Donc, le 1er octobre 2020, on a voté un accord concernant l'indemnité d'administration de technicité. L'IAT, c'est une prime composante de la rémunération. L'attribution de cette prime, dans ce qu'on a voté, était réservée pour la police municipale aux agents de catégorie B, dont l'indice est inférieur à 380. Le décret 2002-61 permet d'attribuer cette prime aux agents des catégories supérieures, donc supérieures à B, indice 380, à condition qu'ils effectuent des missions nécessitant des heures supplémentaires. Nous pouvons donc modifier nos critères et attribuer cette prime au chef de service police municipale, supérieur à 380, au chef de service police municipale principale 2e classe et chef de service principal 1re classe. Cette prime sera versée mensuellement. Voilà, donc on précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
Si vous avez des questions concernant la prime, non. Donc on va passer au vote. Donc on vote pour approuver l'actualisation de la délibération cadre du 1er octobre 2020 concernant l'IAT de la filière police que nous venons de commenter. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Le rapport est adopté. Merci Albert. Rapport numéro 4 qui concerne la convention de coproduction que nous avons établie avec la société Village 42. Je vais laisser la parole pour vous en parler à M. Cédric Perru, conseiller délégué à la culture, au patrimoine et au jumelage. Alors, il s'agit d'une convention de coproduction avec la société de production Village 42. C'est un partenariat qui est créé afin de proposer dans le cadre de la programmation culturelle 21-22 4 dates de spectacle à l'Espace Nova. Donc il y a 3 dates de spectacle humour et une date de spectacle en musique actuelle. Donc selon les termes de la convention, la commune en tant qu'organisateur s'engage à mettre à disposition les équipements culturels nécessaires à la bonne marche des spectacles. La société Village 42, quant à elle, fournira donc les 3 spectacles d'humour et un spectacle de musique actuelle dont on n'a pas encore l'artiste puisqu'on n'a pas eu de proposition satisfaisante à ce jour. Dont il assumera donc la billetterie pour les spectacles. Les prix des places au public sont encadrés dans la convention qui était jointe donc au CN, quoi. En contrepartie, afin de contribuer à un équilibre, la Convention prévoit le versement d'une participation financière de 30 000 € TTC de la commune à Village 42. La société fixera les tarifs des spectacles conformément à la Convention et supportera du coup tous les risques. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention de coproduction avec la société Village 42, annexée donc à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Non, mais si vous voulez, c'est juste techniquement pour que la caméra puisse enregistrer le son aussi. Oui, alors la question est relativement simple. Dernier conseil municipal ou celui d'avant, on a parlé de la location de la salle Nova. Donc là, ok, Village 42 ne loue pas la salle, vous la mettez en disposition par le biais d'une convention et en plus vous leur filez 30 000 €. Présenté comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Donc la différence entre le fait de faire de la prestation pour des sociétés privées ou autres et de là d'être vraiment dans quelque chose de très commercial, quoi, c'est que là c'est nous qui avons besoin d'eux. Voilà. Aujourd'hui la question qui se pose c'est de pouvoir faire des spectacles de catégorie A et de résonance, j'allais dire nationale, à un prix qui soit abordable pour une commune comme la nôtre, sur une salle où, bien entendu, nous n'avons pas les moyens d'une grosse salle conventionnée. À titre d'exemple, si on prend les spectacles de one-man show, ce sont la plupart des spectacles qui sont en coût, entre 20, 30, voire 40 000 suivant les artistes. Hein. Donc quelque chose qu'on ne peut absolument pas nous payer, puisque vous serez les premiers à nous dire que la saison culturelle coûte beaucoup d'argent par rapport au remplissage, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 500 places assises, et que si on fait le calcul avec les tarifications, à chaque fois sur des spectacles comme ça, on perdrait beaucoup d'argent, surtout que les tarifs ont considérablement augmenté, puisque la plupart des artistes veulent compenser toute cette période où ils n'ont pas travaillé, et donc on a constaté l'augmentation des tarifs des spectacles de ce standing. Donc pour nous, c'est nous qui sommes vraiment demandeurs d'une société de spectacle qui a un très gros réseau, et qui, elle, se sert de ce gros réseau et du fait qu'elle place ses artistes dans différentes villes sur des tournées complètes pour pouvoir, si vous voulez, boucher un peu des trous sur les tournées en les plaçant sur des spectacles où eux, ils ont un peu plus de matière à faire des petites économies, du coup en proposant des spectacles intermédiaires. Nous, l'intérêt qu'on a, c'est que ces personnes arrivent, portent la billetterie, portent l'organisation de ce spectacle,
Mais elle ne peut pas, sinon elle va perdre trop d'argent et elle ne sera pas intéressée par ça. Donc si vous voulez, entre organiser nous un spectacle sur lequel, même si on fait un remplissage total, on va perdre une grosse somme d'argent parce que le spectacle est très cher, en travaillant avec Village 42, le calcul il est vite fait, c'est qu'on perd beaucoup moins d'argent, c'est-à-dire qu'en gros, les 30 000 € qu'on leur donne pour, je crois qu'on est à plus de 4 ou 5 spectacles, puisqu'il y a 4 spectacles de musique actuelle, c'est ça ou 3 et un spectacle de musique actuelle. Les mots. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, c'est le prix d'un seul spectacle, quoi. Nous, on ne va pas avoir à porter le risque de la billetterie et du reste, mais avec le prix d'un spectacle, en gros, on en a 4, quoi. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est à peu près ça le principe. C'est-à-dire que la différence d'un prestataire privé qui va nous louer la salle, lui, il vient juste pour louer la salle, mais on n'a aucun intérêt, si vous voulez, par rapport à notre population, à faire un prix sur une prestation privée qui va servir. Voilà. Donc c'est vraiment des choses différentes. Donc, la personne qui s'occupait de la programmation à la salle Nova, dont j'ai oublié le nom de famille. Sophie Congo. Voilà, exactement. Ne s'en occupe plus. Si, bien entendu, puisque... D'accord, c'est elle qui fait le Alors, déjà, sur la programmation totale, vous avez dû recevoir le programme dans vos boîtes aux lettres, qui aujourd'hui, en plus, on a un très bon retour. La billetterie démarre très bien, alors qu'on était dans un contexte qui posait avec beaucoup d'incertitudes. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez bien toute la programmation qui est faite sur l'année, ça ne correspond pas à toute la programmation de la ville, déjà. Il y a quand même beaucoup d'autres spectacles qui ont été faits, notamment, et je rends hommage d'ailleurs à notre programmatrice qui fait un travail terrible depuis maintenant plus de 10 ans, et si on en arrive aujourd'hui à ce degré de rayonnement, c'est aussi parce qu'il y a eu une très bonne programmation. Là, on parle encore une fois de 4 spectacles, et ces spectacles, ils sont bien entendu proposés par le tourneur, et c'est avec l'équipe Nova, avec notre élu, et aussi avec la programmatrice, qu'il y a des choix qui sont faits parmi un catalogue proposé par le tourneur. Donc il y a quand même un choix de spectacles. Les spectacles qui sont mis là-dedans, c'est les spectacles qu'on choisit. Voilà. Donc il y a quand même ça ne met pas du tout en question le travail de la programmatrice, mais c'est une manière pour nous d'arriver à avoir des coûts un peu moins élevés de programmation pour une qualité de programmation égale sur une certaine programmation, mais pas sur tout. Voilà. Si je peux rajouter un truc, alors il faut savoir aussi que les artistes qu'on fait venir pour ces 4 dates, c'est des artistes qui ne se déplacent pas dans des salles de cette capacité-là. C'est-à-dire que nous, grâce à ce partenariat, on a la possibilité aussi d'avoir ce type d'artistes qui ne viendraient pas dans des jauges aussi réduites au tarif où c'est affiché. Parce qu'on a quand même réussi à négocier pour que les tarifs soient en dessous de 40 € et quand même au plus proche de la tarification de l'espace Nova. C'est des spectacles qu'on verrait dans d'autres salles à plus de 40 €. Donc il y a aussi un engagement de cette société qui aujourd'hui est le programmateur exclusif des Jardins Sonores à Vitrolles, l'un des plus gros festivals de musique du coin. C'est aussi devenu le programmateur exclusif de l'usine à Istres. Et c'est quelqu'un qui nous a aussi fait comprendre, on était de toute façon engagé avec lui parce qu'on avait des dates de report de prévues sur des spectacles qui n'ont pas eu lieu cette année. Et c'est quelqu'un qui nous a fait comprendre, qu'il ne continuerait pas de travailler avec les collectivités, qui ne s'engage pas avec lui parce que il est énormément demandé. Non, ça ne s'appelle pas du chantage, ça s'appelle de l'opportunité. C'est-à-dire que grâce à lui, on arrive à faire des spectacles qu'on ne pourrait pas faire. Je rappelle que la programmation, c'est 16 à 17 spectacles cette année sur la grande salle, plus la création d'un nouvel espace où des artistes joueront gratuitement. D'accord ? Donc la programmatrice, elle a énormément de travail et d'ailleurs je la félicite encore parce qu'elle a abattu un très gros travail entre la gestion des reports dus à la crise Covid et l'apport de nouveaux spectacles et du coup le maintien d'une politique culturelle de qualité sur les années à venir. Voilà, c'est simplement ce que je voulais rajouter. On se réengage sur les années à venir. Non, là c'est une convention pour cette année. Ce que je veux dire, c'est que c'est un moyen pour nous de solidifier la programmation culturelle de la ville. Voilà, c'est tout. Madame Merle. Attendez, donnez-lui un micro.
Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Donc la question c'était quels étaient les 4 artistes qui doivent venir cette saison. Donc il y a Patrick Timsit, il y a Haroun, c'est un humoriste très connu chez le jeune public. Il y a Vincent De Diel, qui est aussi un humoriste, et donc une date de musique actuelle qu'on n'a pas encore validée parce que nous n'étions pas satisfaits des premières propositions et que donc nous avons décidé de prendre le temps de choisir pour avoir quelque chose qui nous permette voilà. 4 artistes De de catégorie. catégorie A, tout à fait. C'est des artistes de rayonnement national qu'on ne pourrait pas avoir à l'Espace Nova si on ne faisait pas ce type de partenariat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Donc le rapport 4 est adopté. Voilà, cherchez-le. Rapport numéro 5, convention de partenariat pour l'organisation d'une exposition sur le thème du Moyen-Âge. Donc, Monsieur Perru, si vous voulez bien nous en parler. Il s'agit d'un partenariat qui est créé afin d'organiser une exposition sur le thème du Moyen-Âge entre les communautés d'agglomération Dracénie-Provence-Verdon, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par le territoire du pays de Martigues, la maison de la céramique Terra Rossa et la commune de Velot. Cette exposition est intitulée « Le Moyen-Âge, entre terre et ciel » du 5e au 9e siècle, aux origines du château en Provence, et elle aura notamment pour objet de faire connaître et découvrir au grand public cette période de l'histoire en s'appuyant sur des données scientifiques dont certaines réactualisées et illustrées. La saison culturelle voloxienne 2021-2022 a été désignée comme étant celle du réveil des imaginaires. Le thème de l'exposition se prête tout à fait à une période peu connue du grand public, sujet à de nombreuses interprétations, souvent romancées et erronées, faisant appel à l'imaginaire. Les 3 collectivités partenaires ainsi que la maison de la céramique Terra Rossa à Salerne se sont réunies pour travailler ensemble à la mise en valeur de leur site concernant cette période. Cette valorisation, sous forme d'un projet d'exposition itinérante, a plusieurs objectifs. Donc la mise en lumière des sites archéologiques perchés du Haut Moyen-Âge. Donc ce sont des sites archéologiques peu connus, peu mis en valeur et majeurs pour la compréhension de cette période. Donc ça c'est le site de Salerne, Vieille à Salerne, donc dans le 83. Et des sites bien mis en valeur et voulant bénéficier d'une nouvelle communication comme Sainte-Propice à Velot, Saint-Blaise, géré par le pays de Martigues. Faire connaître, donc deuxième objectif, faire connaître et découvrir au grand public cette période de l'histoire en s'appuyant sur des données scientifiques, dont certaines réactualisées et illustrées. Troisième objectif, médiation à destination du jeune public. Quatrième objectif, tourisme patrimonial de proximité, donc c'est des sites archéologiques qui se situent dans un rayon de 2 heures de route. Création d'un réseau de professionnels du patrimoine et de l'archéologie réunissant des collectivités, des acteurs institutionnels et associatifs, une métropole, communauté d'agglomération ou de communes, universités, musées, associations patrimoniales et archéologiques. Le calendrier prévisionnel de cette exposition est le suivant. De septembre 21 à juin 22, inauguration au cours des Journées du patrimoine au musée du Moulin Seigneurial à Velot. Septembre 2022, Maison de la céramique Terra Rossa à Salerne. Fin d'année 2022, Musée des arts et traditions populaires à Draguignan. 2023, Chapelle du site archéologique de Saint-Blaise. Donc, afin de définir les modalités d'organisation de l'exposition itinérante, sur le Haut Moyen-Âge, et les modalités de collaboration entre les 4 partenaires, la ville de Velot, la communauté d'agglomération Dracénie-Provence-Verdon, la métropole Aix-Marseille-Provence et la maison de la céramique Terra Rossa à Salerne, une convention a été rédigée et donc jointe à la présente délibération. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention pour la réalisation d'une exposition temporaire annexée donc à la présente délibération. Avez-vous des questions? Bon, pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
On passe au rapport numéro 6 qui concerne la tarification et encaissement du service périscolaire du matin et du soir. Je laisse la parole à Madame Michelot-Varenne, adjointe déléguée à la vie scolaire, enfance, petite enfance. Bonsoir. Alors, depuis septembre 2017, l'encaissement du service de la périscolaire le matin et le soir s'effectue auprès du service vie scolaire de la mairie. Et depuis janvier 2019, le service scolaire matin et soir est coordonné dans le cadre d'une délégation de service public par l'association LEC Grand Sud, c'est l'association Loisirs, Éducation et Citoyenneté Grand Sud. Afin de bénéficier de cette prestation, ce qu'on appelle la PSO, la prestation de service ordinaire, c'est une aide de la caisse d'allocation familiale. On est obligé un peu de faire une tarification modulée qui doit être mise en place pour l'encaissement de ce service. Donc ci-dessous, vous avez en fait une grille de tarification et en fait vous avez 4 tranches. On est parti sur 4 tranches. C'est un quotient familial de 0 à 600. Vous avez le tarif du matin, le tarif du soir et le tarif de la journée, en fait, matin et soir. Vous avez un quotient familial 600 à 900. Vous avez un tarif un peu plus cher, à 1,40, 2 et 3,40. Le quotient familial 901 à 1400, c'est en fait le tarif à la base qui est inchangé. C'était les tarifs qu'on en faisait avant, à 1,60, 2,20 et 3,80. Et les quotients familiales qui est un peu plus important, c'est à partir de 1401, ils sont passés au tarif matin à 1,80, le tarif du soir à 2,40 et le matin et soir à 4,20. Donc en fait, vous pouvez remarquer que de 0 à 900, les tarifs, ils ont un peu baissé, et à partir de 1401, les tarifs, ils ont un petit peu augmenté. Voilà. L'organisateur, c'est-à-dire l'association LEC, Loisirs, Éducation et Citoyenneté Grand Sud, elle encaissera directement ce service auprès des familles à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. Il est proposé en fait au conseil municipal d'approuver cette nouvelle tarification du service périscolaire matin et soir et d'en confier l'encaissement auprès des familles à l'association LEC à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est pour 4 mois. Le LEC, c'est pour 4 mois. De toute façon, ça c'est acté. Oui, après on sait que... Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Rapport numéro 7, alors là on parle d'une autorisation de déposer un permis de construire, voilà l'autorisation de travaux. Madame Coralie Morvan, adjointe déléguée aux travaux et à l'urbanisme, va se faire un plaisir de nous en parler. Bonsoir. Alors, donc je vais vous parler du permis de construire valant d'autorisation de travaux sur le bâtiment Yémolo, qui est donc l'ancien garage. Donc il est nécessaire de déposer un permis de construire valant autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public pour réalisation de travaux sur le bâtiment dit anciennement garage Yémolo. Donc ces travaux permettront la création d'un tiers-lieu géré par une association et qui consiste à modifier la destination du rez-de-chaussée anciennement occupé par un commerce, donc en service public ou d'intérêt collectif, et de modifier la façade, ravalement, changement de menuiserie, et d'aménager l'intérieur dans le but de recevoir du public. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à déposer les autorisations d'urbanisme nécessaires pour le compte de la commune, ainsi que tout document nécessaire au dépôt de l'obtention de ces autorisations de travaux. Voilà. Le vote. Ah, pardon, je vous avais pas vu. Oui. Excusez-moi. C'est bien, on parle de travaux. Ouais, je sais, je vous attends. Dites-moi. Il y a une dépollution qui est prévue sur le site ou pas, où il n'y a pas nécessité? À l'intérieur, il y a une petite dépollution. Effectivement, c'est un ancien garage. Donc, Ouais. ouais. Ok. Et une question qui est transverse au permis de construire, l'association qui va s'occuper du lieu de convivialité, on a déjà des pistes ou pas?
Pour le moment, non, le travail n'est pas assez avancé pour en parler. Enfin, moi, la personne qui s'en occupe n'est pas là ce soir d'ailleurs. C'est un élu. Porte ça, monsieur. Ouais. Monsieur Luc Souillard qui s'en occupe. D'accord. Voilà. Très bien. Mais on en reparlera de toute façon. Là, aujourd'hui, on est plus dans de remettre en état le lieu pour pouvoir accueillir effectivement cette association. La reprise des façades et des menuiseries, j'en conçois, sur la totalité du bâtiment? Non, enfin, sur le rez-de-chaussée? Sur l'entrée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Il y a une procuration, donc 3. 4. Donc le rapport est adopté. Rapport numéro 8. Adhésion au règlement départemental d'attribution de la subvention opération façade dans le cadre du nouveau dispositif aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je repasse la parole à Madame Coraline Morin. Alors, la commune a mis en place en novembre 2009 une aide pour le ravalement des façades dans le village afin de mettre en valeur l'identité de l'image du centre ancien. Donc, cette aide est aujourd'hui de 20 € TTC par mètre carré et plafonnée donc à 2000 € maximum par dossier. On n'a pas eu énormément de dossiers déposés donc depuis 2009, quand même le dire. Donc, dans la dynamique de la réhabilitation de la place François Kerr, la commune donc souhaite inciter davantage les propriétaires d'immeubles du centre ancien à rénover leur façade. Donc, depuis le 1er janvier 2019, le département propose une nouvelle aide aux communes en valeur des centres anciens et des paysages de Provence. Ainsi, la commune qui décide d'accorder une subvention à leurs habitants pour la rénovation de leur façade peut bénéficier donc d'une subvention de 70% du montant de l'aide accordée. Alors, cette aide, elle n'est pas donnée comme ça non plus. Elle doit s'inscrire dans un cadre réglementaire départemental défini par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône et représenté par le particulier à un montant de 70% du montant des travaux dans la limite d'un coût de plafond de 200 € du mètre carré, pouvant aller jusqu'à 300 € du mètre carré, selon la complexité ou l'architecturale de la rénovation. Donc les objectifs de ce dispositif sont les suivants. Donc inciter à un ravalement raisonné, respecter les caractéristiques architecturales du patrimoine bâti de la commune et ainsi de contribuer à la pérennisation du bâti. Préserver et développer les savoir-faire des artisans en matière de techniques de restauration dites traditionnelles. Donc sur le village, par exemple, on a souvent, en fait, ce serait plutôt pour orienter les gens à faire des crépis à la chaux et non les crépis classiques d'aujourd'hui. Voilà. Bon. Après, on peut tenter quand même pour développer. Il y a des villages où ça fonctionne très bien. Et puis aujourd'hui, 70%, c'est pas rien quand même sur des budgets de rénovation de façade enduit plus menuiserie. Bon, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner quand on va communiquer sur ce projet. Et ensuite, faciliter et encourager la réalisation des travaux d'amélioration de l'habitat dans l'ancien. Donc, afin de bénéficier de cette aide, la commune doit préalablement définir un périmètre d'intervention pertinent compte tenu de sa configuration et de ses enjeux touristiques et patrimoniaux. Donc, le périmètre vous a été fourni en annexe. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment autour de la place Kerr. On a d'abord voulu travailler sur la place Kerr qui est en travaux, donc pour pouvoir bénéficier et continuer de l'amélioration sur la place, on commence sur cette zone-là. Après, on verra ce que ça donne pour l'agrandir sur le village, sur les entrées et sorties du village. Donc, il est proposé que le périmètre retenu se limite dans un premier temps façade des bâtiments donnant sur les voies menant sur la place Kerr, et ensuite, voilà, on agrandira. La subvention opération façade est cumulable avec toute autre aide de droit commun. ANA, caisse de retraite, crédit d'impôt pour la transition énergétique, éco de frais à taux zéro, dispositif éco-rénov du CD13,
fondation de patrimoine, etc. Donc c'est quelqu'un qui a envie vraiment de rénover une façade dans le centre ancien peut vraiment avoir beaucoup d'aide. Ça c'est quand même intéressant. Sans toutefois dépasser le montant définitif des travaux et d'études. Donc les versements des subventions par la commune est subordonné au contrôle des travaux par l'équipe opérationnelle compétente. Donc qui va aider nos équipes de l'urbanisme. Et à la présentation des autorisations administratives et des justificatifs de dépenses correspondantes et au respect par les bénéficiaires des prescriptions architecturales et techniques. C'est normal que si on donne de l'argent, soit bien contrôlé. Donc il est proposé au conseil municipal de mettre en place une opération d'aide aux propriétaires privés pour la rénovation des façades en centre-ville et à approuver le périmètre d'intervention figurant en annexe 1, d'approuver le règlement d'attribution et les recommandations architecturales et techniques qui en définissent les modalités d'intervention telles qu'elles sont jointes en annexe 2 et 3 de la présente délibération. Donc il y a vraiment une liste très serrée, je ne sais pas si vous l'avez parcourue. Et ensuite de solliciter le partenariat des départements des Bouches-du-Rhône et l'appui technique du CAU 13 pour la conduite de cette opération et le bénéfice d'une aide départementale à hauteur de 70% des aides qui seront accordées par la commune en particulier. Donc en fait, les 70%, c'est la commune qui va donc rembourser les propriétaires. Le CAE va participer à 50%. Et la commune, on garde une part de 20%, comme on en avait déjà en 2009 en fait. Voilà. C'est un accord commune CAE. Donc on autorise le monsieur le maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette opération. Y a-t-il des questions? Très bien. Si vous voulez bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On va passer au rapport numéro 9 qui concerne une rectification d'acte de vente entre CTS, donc Orgias, et la commune de Velo. La parcelle BD numéro 88 qui se trouve sur l'aire de la Palin. Et je laisse la parole à Coralie Morvan. Oui, alors du coup, c'est une vente qui a été faite donc, entre les consorts Orgias et la commune de Velo. En 92, donc sur la parcelle numéro 88. Alors pour résumer un petit peu, cette parcelle, elle a été vendue, oui, 2 fois. Il y a une erreur en fait du notaire, puisqu'on aurait dû acheter que la numéro 90, mais du coup ils nous ont vendu la 90 et la 88, mais en parallèle, la parcelle a été vendue aussi à la société, en fait c'est SCI La Vallée de l'Arc, voilà. Donc elle a été vendue 2 fois. Donc on rectifie donc cette parcelle numéro 88 qui va donc être complètement enfin on la revend pas puisqu'ils l'ont déjà achetée, mais la SCI La Vallée de l'Arc va avoir la parcelle 88 pour elle toute seule. Nous la cédons en fait à la SCI La Vallée de l'Arc, voilà. Donc le conseil municipal se prononce favorablement sur la rectification de l'acte de vente du 23 novembre 92, vente consort Orgias à la commune de Velo concernant la parcelle numéro 88 qui est anciennement la parcelle E61. Voilà. Et en fait, de rectifier aussi cette problématique fait que sur le plan, on fait un alignement sur la Palin, puisque le terrain était un peu en découpage, et du coup, le jour où on va faire des travaux d'amélioration sur la Palin, on sera sur un alignement complet. Voilà. Mais bon, la Palin, c'est quand même assez compliqué sur les parcelles. Donc on découvre un peu voilà, des petites choses de temps en temps. Comme j'imagine, vous avez dit qu'il avait acheté toutes les parcelles. Oui, mais effectivement, les parcelles ont été achetées, mais vous voyez, on découvre des choses, des erreurs, donc il faut rectifier voilà, au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4, 6, c'est ça, si je vais compter. On passe au rapport numéro 10. Il concerne une cession amiable et de déclassement d'une partie de la parcelle BD 83 qui appartient au domaine public communal
qui est sur le plateau de la Palin et qui abroge et remplace la délibération du 24 mars 2021. Madame Coralie-Morvan, la parole est à vous. Oui, alors c'est la continuité donc, du dernier conseil municipal, puisque on avait donc un déclassement de parcelles, la parcelle BD 83, qui au départ devait être achetée par la SCI Bassy, et qui en fait va être achetée par 3 identités différentes. Donc la SCI Bassy va racheter 54 mètres carrés de cette parcelle, Monsieur et Madame Bachelot 26 mètres carrés, et nous avons Monsieur et Madame Girard qui se sont rajoutés, qui vont acheter 3 mètres carrés. Donc en fait cette parcelle-là va être partagée donc en 3, puisque Monsieur et Madame Bachelot font une aire de stationnement, la SCI Bassy aussi, et Monsieur et Madame Girard, c'est pour régulariser leur clôture, puisqu'ils avaient pris une clôture, ils avaient pris donc 3 mètres carrés sur le bout de terrain que vont récupérer Monsieur et Madame Bachelot. Donc en fait tout le monde se met au carré et voilà, au moins on régularise tout. Donc, par délibération du 4 juin 2019, le conseil municipal s'est prononcé favorablement sur le classement dans le domaine public communal de l'aire de la Palin, et notamment la parcelle donc BD numéro 83. L'aire de la Palin est ouverte à la circulation publique et elle est aujourd'hui utilisée par les riverains pour le stationnement de leurs véhicules. Donc, conformément à l'article 2141 du Code général de la propriété des personnes publiques, que la parcelle cadastrée BD 83 doit être désaffectée et déclassée afin que la commune puisse vendre une partie aux futurs acquéreurs. Donc avant toute décision, et conformément à l'article 143 du Code de la voie routière, une enquête publique donc devra être effectuée. Donc il est nécessaire de consulter les domaines, France Domaine, pour avoir le prix donc des parcelles. Et l'ensemble des frais relatifs à cette cession sera à la charge des acquéreurs en fonction de leur superficie. Donc il est proposé à l'Assemblée de se prononcer sur le principe de cette cession selon les conditions précisées ci-dessus et de se prononcer favorablement sur le principe de cette cession selon les conditions précitées et sur le lancement de l'enquête publique préalablement au déclassement correspondant, et autoriser le maire à procéder à la désignation d'un commissaire enquêteur chargé de ces enquêtes et accomplir toutes les formalités de publication ou de notification nécessaires, et de signer toutes les pièces du dossier. Le commissaire enquêteur, je crois, on va avoir des dates. C'est ça. L'enquête publique va se faire du 4 au 18 octobre, et l'avis de France Domaine ne devrait pas tarder à arriver. Alors, pourquoi vous parlez de maison? Non, je parle des 2 maisons de la Plasquère. On parle des domaines. Ah, mais là, je parle... Oui, alors, c'est un autre sujet, ça. Les 2 maisons de la Plasquère, on les a reçues, ouais, tout à fait. Mais on les sollicite beaucoup en ce moment, France Domaine. Mais bon, c'est leur job. Exactement. On peut voter. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 6. Le rapport est adopté. On va passer au rapport numéro 11. Donc, ce sont des données actes de décision du maire. Les dispositions de l'article 2122-23 du Code général des collectivités territoriales imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attribution accordées par l'Assemblée délibérante en vertu de l'article L 2122-22. Voilà, le conseil municipal est invité à prendre connaissance des décisions qui ont été prises depuis la dernière liste arrêtée et présentée au dernier conseil en vertu de la délégation consentie à monsieur le maire par délibération numéro 07-07-20 du 24-7-2020. Donc il y a une décision du 27-2021 qui concerne l'état civil et plus particulièrement une attribution de concession de columbarium pour 15 ans dont l'ordre est numéroté 987 sur la case numéro 73 au 31-05-2021. Ensuite, nous avons, en ce qui concerne la police municipale, une réactualisation des tarifs pour l'occupation du domaine public, droit de place de marché, taxi, commerce et animation ambulant, qui date donc, qui est au 7-06-2021. En ce qui concerne les services techniques, nous avons un entretien des bassins de rétention et ruisseaux.
Une valorisation paysagère des entrées de ville qui correspondent à des subventions du CD13. Une création d'un pump track, donc une espèce de city park qui sert en fait, voilà, les pump tracks, ça sert à tout ce qui roule de pouvoir s'amuser sur un terrain qui est vallonné, qui permet aux enfants, comme aux plus vieux, de s'amuser. Voilà. Ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas spécialiste du pump track, mais apparemment c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, qui est très demandé, donc nous y travaillons et nous avons fait d'ailleurs une demande de subvention proxy pour pouvoir le mettre en place. Nous avons ensuite, avec le CD13 toujours, l'amélioration forêt communale 21 des travaux d'aide à la défense contre les incendies des forêts communales. En ce qui concerne un dossier de sécurité routière 21, la sécurisation des cheminements piétons. Donc il y a déjà des choses qui vous ont été exposées dans le Voloxien précisément, et d'autres qui viendront ensuite, en fonction de la programmation des travaux. En ce qui concerne le CD13, la modernisation de l'éclairage public, là encore, il y a des choses qui vous ont été expliquées dans le Voloxien et qui vont se mettre en place progressivement sur le village, notamment sur le secteur de la colline qui en avait bien besoin. Par rapport à une subvention sécurité routière aussi du CD13, aussi des travaux qui sont pour la lutte contre la vitesse excessive, donc pareil, je ne vais pas vous le refaire, mais on l'a bien expliqué dans le dernier Voloxien. Une réflexion de chemin à la Fontaine de Laurent, qui a commencé. Aussi de l'élagage, qu'on continue à faire. Voilà, puisque nous avons fait une attribution de MAPA dans ce sens. Au niveau du cabinet du maire, une convention de mise à disposition de locaux municipaux à l'association Alternative Vélo. Au niveau de la culture, pareil, l'aide dans le développement culturel et artistique 21, l'acquisition de matériel scénographique et scénique pour l'espace Nova Vélo. Et la même chose en ce qui concerne la modernisation de la muséographie pour le musée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être un micro, s'il vous plaît. Pour Alternative Vélo, ça veut dire qu'il n'y avait pas de convention par rapport avec Alternative Vélo? Si, il y a une convention, mais là c'est une convention qui est plus spécifique pour des choses qui vont avoir lieu cet été. Donc il y avait une convention et là, donc par rapport... Ce n'est pas le même lieu, on est en extérieur, donc il faut une autre convention. Pas les besoins ne sont pas les mêmes, et donc on refait une convention qui est adaptée. Vous avez étendu la convention qui existait avec tous les On n'a pas étendu, on en a fait une autre qui concerne des événements en extérieur. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Ah non, mais il n'y a pas de vote, excusez-moi. À notre... Bon, ben alors voilà, donc c'était un donné acte des décisions. On va passer aux questions. Donc je vais retrouver mon petit papier pour mieux pouvoir vous répondre. Il est ici. Donc question orale de Vélo en avant. Question numéro 1. Pourriez-vous nous indiquer quand le panneau routier non conforme situé au bas de la dévalade sera changé pour le panneau réglementaire? Alors, suite à cette demande, moi j'ai interrogé mes services techniques, parce que moi je la prends souvent, cette route, et personnellement je ne voyais pas de quoi parler. Donc les services techniques et la police municipale ne voient pas de quel panneau il s'agit. Alors je pense que les panneaux actuellement installés sont à peu près tous réglementaires. Donc la question nécessitera une précision. Donc, Je peux vous la donner, monsieur le maire, si vous désirez. Eh bien écoutez, je vais juste terminer. Merci donc de préciser en passant ce panneau afin d'en vérifier l'aspect réglementaire. Je vous invite à vous rapprocher directement de l'élu en charge, mais effectivement, si vous voulez nous en parler, allez-y. En fait, il y a deux panneaux différents. Aujourd'hui, on a utilisé On a deux panneaux différents, d'accord? Un dans le sens de la montée et un dans le sens de la descente, qui n'ont pas du tout la même désignation au niveau du code de la route. Et aujourd'hui, nous avons deux panneaux identiques, dont un a été mis à l'envers. Donc je vous invite juste à mettre le panneau qui convient au bon endroit. Donc là, vous parlez des panneaux qui parlent de la priorité de... Exactement. Non, mais alors ceux qui ont été mis il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui a été posé il
Oui, je sais, il y en a un qui a été déplacé, il était en bas de la déballade, il a été remonté pour qu'on le voit un peu moins. Mais c'est toujours le même, il n'est pas conforme. Pourquoi tu dis qu'il a été remonté pour qu'on le voit moins? Vous pensez que c'est une attention particulière qu'on a portée à mettre Je ne sais pas. un panneau qu'on ne voit pas? Je ne sais pas. Vous savez, je vais vous dire l'historique entre autres, on travaillait sur la Garenne, il y a des riverains qui sont venus nous dire que ça serait bien de faire ça. Et nous, bêtement, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir y travailler vite. Donc on a essayé de mettre des panneaux pour que ce soit visible. Alors après, qu'il y ait peut-être un problème et qu'il faille bouger les panneaux de place, il n'y a aucun souci, monsieur Poirier, on fera ce qu'il faut faire. Ça ne nous est pas apparu à nos services, donc quand ça apparaît pas à nos services, moi j'ai tendance à faire confiance à mes services. C'est pour ça que la question que j'avais posée, mais vous venez d'y répondre, c'était de nous préciser ça pour qu'on puisse essayer de trouver une solution. Et on va trouver une solution. Mais il n'y a pas la volonté pour nous de mettre des panneaux pour qu'ils soient pas. Non, mais j'enverrai à M. Germain sans aucun problème la référence des deux panneaux. Merci beaucoup, M. Poirier. Question numéro 2. Serait-il possible d'avoir dans le Voloxien un compte rendu régulier de l'avancement des travaux de la place Caire? Donc, effectivement, en fonction de l'avancée des travaux, nous allons bien entendu nous attacher, comme cela a déjà été le cas dans l'avancée de ce dossier, à informer les Voloxiens à travers ce support, bien entendu. Je ne vous dis pas qu'il va y avoir un article à chaque Voloxien, mais dès qu'il y aura des avancées significatives et qu'il y aura des choses notables à dire, on le fait, comme on a commencé à le faire, on le fera sans problème. Et d'ailleurs, il y en aura un point au prochain Voloxien qui va sortir. Et on organisera une visite aussi pour aller sur place et voir avec des élus. Question numéro 3. Que comptez-vous mettre en place afin de réguler la vitesse des voitures aux entrées et sorties de vélo? Donc j'ai bien compris que c'était un souci pour vous autant que pour nous, puisque vous nous l'avez posé depuis 3 conseils municipaux maintenant. Et en parallèle, donc, des actions qui sont entreprises pour sécuriser les cheminements piétons sur lesquels nous travaillons déjà. Donc la ville de Gaulois, elle va mener des opérations en matière de lutte contre la vitesse excessive des véhicules motorisés. Alors ça sera en termes de surveillance aussi. On est déjà en train de travailler. On a un petit remaniement des équipes, mais on est en train de programmer ça. Le quartier de la Colline, qui a été passé en zone 30 en 2021, et c'est la commune qui a réalisé en complément. Nous avons fait quelques aménagements sur certaines voies principales, notamment les plateaux ralentisseurs, les îlots, des scellés de passage, du marquage. Aujourd'hui, on souhaite compléter ces aménagements en créant 3 plateaux ralentisseurs sur l'allée Claude Debussy et l'allée Suzanne Valandon. Seront également ciblés l'avenue Pierre Puget, l'avenue Paul Cézanne, avec la mise en place successivement de 2 et 3 plateaux ralentisseurs. Enfin, toujours dans le but de réduire les dépassements de vitesse, et là on est bien d'accord là-dessus, entre l'entrée d'agglomération sur la route de l'étang RD 55B et le rond-point qui fait jonction avec l'avenue Jean Palais, qui est situé 350 mètres plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je reçois beaucoup de gens qui habitent là-bas et il y a un vrai problème. Sans vouloir être, je suis critique à l'égard des concitoyens, pas du tout à l'égard de l'équipe municipale. Non, mais il n'y a pas de... Je prends cette route tous les matins, aux alentours de 7 heures, les dépassements sur la ligne blanche, les gens qui le soir coupent pour aller sur le chemin de l'accro. Je pense que... Vous avez tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord. De la même façon, je me suis fait interpeller par une concitoyenne qui m'a dit que j'avais juste à fermer ma bouche, n'est-ce pas, parce que je lui ai indiqué qu'il était interdit d'aller vers la Copée quand on venait du point des 4 tours. Tout à fait. Voilà. Donc j'ai ouvert mon panneau, j'ai été jusqu'à lui dire, madame, je suis élu, donc maintenant vous allez faire le tour du rond-point. Ouais. D'accord, sur quoi il a fait, mais... Oui, non, mais bienvenue dans le monde des élus aussi. Oui, non, ça me dérange. Moi, ça me dérange pas. Oui, non, mais c'est toujours désagréable de devoir expliquer les choses. Alors, donc pour aller dans votre sens, parce que bien entendu, nous on a commencé à travailler sur pas mal de choses, comme vous avez pu le voir, notamment dans le Voloxien, et que c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que dès que vous prenez une décision et que vous installez quelque chose, vous avez aussi des gens qui viennent vous dire qu'il ne fallait pas le mettre là, qu'il ne fallait pas le mettre... Donc voilà, c'est compliqué, et c'est vrai que quand on fait des choix, parfois, il y a une prise de... il faut prendre des décisions, et c'est ce qu'on est en train de faire. En ce qui concerne donc cet embranchement, donc sur le rond-point qui fait la jonction avec l'avenue Jean Palais, on souhaite réaménager en fait la portion départementale qui est située au croisement entre la route de l'étang et l'avenue Antoine Guillard. L'idée générale, c'est que cet aménagement, c'est de marquer une entrée en agglomération limitée à 50 km/h en profilant la voirie avec une adjonction de trottoir et d'un îlot central avec une traversée piétonne.
en mettant des potelets, des barrières, seront également implantées sur ce tronçon. Donc c'est vraiment, on est en train de travailler avec nos services pour vraiment faire un vrai endroit. On sait très bien que cet endroit en plus il est accidentogène et qu'on a de la chance qu'on n'ait pas eu plus d'accidents, même si on en a eu. Donc l'idée c'est vraiment de créer un vrai ralentissement à l'entrée du village avec un îlot central et qui permettra aussi d'accéder plus facilement, que ce soit au moulin d'Aulnier, de l'autre côté, à la montée de la Dévalade et de vraiment provoquer un ralentissement définitif là-dessus. Cette chose-là, on va la travailler aussi sur peut-être d'autres endroits, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est coûteux. Le montant de cet aménagement, il est évalué à 94 000 € hors taxe, suivant l'estimatif que nous avons joint au présent dossier. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est vraiment en train d'y travailler. Et il y a un temps qui est le temps de l'étude, il y a le temps du financement. Si on pouvait aller beaucoup plus vite, on ferait beaucoup plus vite. C'est pas évident, mais en tout cas, on prend vraiment en compte ça et on est en train d'y travailler. Voilà. Je pense que vous avez fait l'achat d'un cinémomètre. Ça serait bien que la police municipale l'utilise le matin tôt. C'est pas facile. Ouais, écoutez, ils le font. On est en train, comme je vous disais, on est en train de réaménager les équipes. Il y a eu quelques mouvements. On est en train de remettre ça en place. On a des personnes qui arrivent et on a ça en tête et on va travailler sur tout cet aspect-là. Même si c'est pas facile parce qu'on peut pas mettre des gens partout, à toute heure, et que ce genre d'incivisme, vraiment, il n'y a pas d'heure et c'est tout le temps, continuellement. Il me semble... Donc pour terminer, par rapport au montant de ces aménagements et pour la réalisation de cette opération, la municipalité sollicite bien entendu l'aide financière du conseil départemental dans le cadre du dispositif d'aide aux travaux de sécurité routière. Donc il en est de même pour ce qui concerne la valorisation des entrées de ville, dont on a déjà parlé mais sur lesquelles on travaille aussi. On souhaite valoriser les 2 entrées de ville en intégrant dans l'objectif la sécurité des riverains et des usagers. Donc en gros c'est ce que j'étais en train de vous dire, mais de manière beaucoup plus littéraire. Voilà. Les aménagements, ils amèneront à l'automobiliste un changement de statut où ils passeront de la route où ils sont prioritaires à une voie urbaine où il y aura nécessité de le partager avec cohérence avec les vélos et les piétons. Cette refonte, en plus de la végétation, sera engagée en cohérence avec une gestion durable. C'est un aménagement évalué à 80 000 € hors taxe pour lequel le département a été sollicité dans le cadre des dispositifs d'un dossier de proximité. L'ADN nous a été présenté lors de ce conseil. Et enfin, hors agglomération, on conviendra de travailler, et là-dessus je crois qu'on sera tous d'accord, avec la direction des routes du département sur le projet du pont de l'Arc, qui est éminemment accidentogène, pour lequel j'ai déjà sensibilisé la présidente de la métropole et du département, puisque Martine Vassal était là il y a 10 jours, je crois, un peu moins, et que je l'ai emmené personnellement en voiture pour lui faire constater la dangerosité du lieu et en plus, en complément d'un courrier que j'ai écrit, pour bien graver ça un peu dans le marbre, pour dire, rappeler la dangerosité de ce passage-là, et qu'il fallait vraiment urgemment trouver une solution, et que, voilà, bien entendu, ça, c'est des travaux qui doivent se faire avec les bonnes instances, puisqu'on parle d'une voie départementale, et que, voilà, aujourd'hui, on met la pression au maximum, et je peux vous assurer que c'est un de mes objectifs principaux en termes de voirie et de sécurité, c'est d'arriver à travailler dans ce sens. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà. Question numéro 4. Vous avez pris la décision sans vote en conseil municipal de créer alors c'est bump ou pump? Pump track, d'accord. Sur la commune. Pourrions-nous avoir des informations sur ce projet, comme son coût, le lieu de réalisation et la date? Donc c'est avant tout un projet qu'on a fait entrer dans une demande de subvention, qui est une subvention de proxy, un dossier de proxy qu'on appelle. Voilà, donc avant de travailler dessus, il faut déjà s'assurer qu'on ait le financement. Donc c'est la première chose qu'on s'est attelé à faire. Donc c'est pas inscrit au budget 2021, il sera proposé aux arbitrages du budget 2022 pour une réalisation en 2022 ou 2023. Voilà. On dispose derrière la gendarmerie d'un espace skatepark à côté des locaux du centre de loisirs qui date maintenant des années 80. Et aujourd'hui il est impraticable, voire dangereux sur certains coins. Il y a aussi par ailleurs un circuit BMX en terre battue qui lui aussi est particulièrement dégradé.
Donc voilà, il y a plusieurs pistes de pump track qui pourraient être créées avec des niveaux de difficulté différents. C'est un projet qui sera progressif, dans un premier temps sur 700 mètres carrés. Je vous rappelle qu'on a 2100 mètres carrés au total de surface. C'est un projet qui est évalué à 92 500 € hors taxe et qui, comme je vous le disais, fait l'objet d'une demande de travaux au conseil départemental. Donc, vous dire exactement de quelle manière on va le faire, tout ça, ça va venir assez vite, mais on veut déjà s'assurer qu'on ait un financement pour le faire, pour pouvoir le travailler. Il sera forcément en concertation avec ceux qui vont l'utiliser, donc plutôt les riverains, les jeunes, ceux qui me le demandent. Et donc, il y aura un travail de concertation, un peu à l'instar de ce qu'on a fait sur la Garenne et qu'on fera sur d'autres choses, en espérant avoir un peu plus le temps de le mener. Voilà. Donc je ne peux pas vous donner trop d'informations sur le site en lui-même, à part vous dire où ça va se passer, vous dire qu'on a fait la demande et que c'est quelque chose qui se fera progressivement en fonction, bien entendu, de ce qu'on inscrira dans notre budget pour le faire. Écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ah oui, d'accord. Donc en complément, c'était juste pour vous tenir au courant que nous avons fait une consultation pour la vente des immeubles communaux. Donc là, on parle des bâtiments cadastrés numéro 13 à la place François Caire, 13 et 15, et que nous avons décidé de mettre en vente ces bâtiments à usage d'habitation. Voilà. Pour les vendre, la commune, nous avons décidé de nous adjoindre des services d'un mandataire spécialisé en affaires immobilières. Donc je vous transmets le dossier de consultation qui comprennent la description, le prix des biens, ainsi que les modalités de réception des candidatures. Donc vous avez dû le recevoir, du coup, vous les avez pas encore. Donc on a un bien, je ne sais pas si tu veux prendre la parole là-dessus, qui est estimé à 216 000 € hors taxe. Ça, c'est la maison du druide, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est le bâtiment qui est au centre du mur opposé à la place. Et le second, il est à 441 000 € hors taxe. Et celui-là, c'est ce qu'on appelait le bâtiment du PS, donc qui est à l'angle de la rue et face à l'église. Voilà. L'idée, c'est on va voir un peu s'il y a... Voilà, il y a 2 agences immobilières de vélo qui s'en occupent. Tu veux rajouter quelque chose, Coralie? Voilà. S'il y a des questions. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc, si vous le voulez bien, on va clore ce conseil municipal. Et je vais vous souhaiter je ne sais pas si on aura été a priori non. Donc je vais vous souhaiter de bonnes vacances à tous et puis de nous revenir en pleine forme pour la rentrée. Merci beaucoup à notre association qui est toujours là pour nous filmer nos conseils municipaux. Merci beaucoup. Et